Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast du comité réanimation de la Société française d'anesthésie-réanimation. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir le professeur Emmanuel Beignet du CHU de Rouen, secrétaire du comité réanimation de la SFAR, qui va traiter le sujet de l'arrêt cardiaque au bloc opératoire. Professeur Beignet, pouvez-vous nous dire si l'arrêt cardiaque au bloc opératoire est une situation finalement fréquente et quel type de patient cela concerne-t-il ? Alors merci pour cette question, merci pour l'invitation également. Alors l'arrêt cardiaque au bloc opératoire, heureusement, est un événement indésirable grave qui s'avère exceptionnel. Donc jusqu'à présent, nous avions des données relativement hétérogènes quant à son incidence, avec des données parfois anciennes qui relevaient une incidence d'environ 5 cas pour 1000 interventions, et on pouvait aller jusqu'à 1 cas pour 200 interventions si on comprenait le périopératoire large avec finalement les soins de suite, notamment en réanimation. Alors ce qui est intéressant dans le cas de notre spécialité, c'est de s'intéresser plus précisément à ce qui est imputable à l'anesthésie. Donc l'anesthésie, on estime que pourrait être responsable d'environ 0,6 pour 10 000 événements, et puis potentiellement imputable d'environ 1 pour 10 000. Alors on a heureusement des chiffres qui sont beaucoup plus récents, qui sont issus d'un registre national qui a été porté par le NAP en Grande-Bretagne, où finalement on a pu colléger 25 000 cas d'anesthésie générale dans 352 centres au Royaume-Uni, et ça nous donne des données quand même très précises sur l'incidence de cet événement. Et donc sur une anesthésie moderne, actuelle, on est en 2021, eh bien on estime que tout facteur de risque confondu, tout patient confondu, l'incidence est de l'ordre de 0,03%, soit 3 pour 10 000 interventions, avec une mortalité qui est de 1 pour 10 000. Donc c'est très rare, néanmoins c'est très grave. Et quand on regarde les patients, on va dire moins graves, puisqu'on parlait de typologie de patients, eh bien les patients ASA 1 ou 2 ont finalement une incidence de l'ordre de 1 pour 10 000, avec une mortalité qui là est bien moindre, puisqu'on est à 0,1 pour 10 000 événements, donc c'est parmi 10 interventions, et donc c'est bien moindre. Alors ça concerne évidemment certaines particularités de patients, une certaine typologie, notamment en termes de chirurgie. La plupart des cas sont concentrés pour les chirurgies les plus graves et qui intéressent le système cardiovasculaire, à savoir la chirurgie cardiaque, la cardiologie interventionnelle, malgré son côté beaucoup moins invasif, mais avec finalement des patients qui sont beaucoup plus morbides, et puis la chirurgie vasculaire. Et en dessous, on retrouve des chirurgies comme la neurochirurgie et la chirurgie digestive et abdominale lourde. Et puis après, on passe sur de la chirurgie qui est beaucoup moins à risque, heureusement, avec l'obstétrique qui est la moins à risque. Alors les patients dans ce registre qui présentaient un arrêt cardiaque, eh bien, ils avaient essentiellement une anesthésie générale pour 85% d'entre eux, et puis ils avaient un score ASA 3 ou 4, voire 5 dans 74% des cas. C'était pour 70% des cas de la chirurgie non programmée. Et quand on regarde un peu plus les facteurs de risque d'avoir un arrêt cardiaque, eh bien finalement, il y a 3 grands cadres qui peuvent être plus ou moins interconnectés qui se dégagent. Il y a des facteurs qui sont liés au patient et à ses comorbidités, on en a parlé, le score ASA, mais pas que, évidemment tout ce qui est insuffisance cardiaque, cancer avancé, obésité morbide, etc. Il y a des facteurs liés à la chirurgie qu'on a abordé également, de la chirurgie majeure, cardiovasculaire, neurochirurgicale, abdominale. Et puis il y a des facteurs qu'on pourrait dire contextuels, qui finalement témoignent du degré d'urgence ou du degré de criticité du patient, à savoir si le patient a un sepsis ou une inflammation majeure préopératoire, des troubles de conscience, un état de choc ou est en situation d'urgence. Et tout ça aboutit finalement participe en tout cas à l'incidence de l'arrêt cardiaque. Alors, on a bien compris les terrains et les facteurs de risque généraux et plus spécifiques d'avoir un arrêt cardiaque. Mais si on s'en tient aux principales causes, est-ce qu'on a des données pour connaître les étiologies des arrêts cardiaques au bloc opératoire et également sur le pronostic de ces patients ? Alors oui, tout à fait. On a également des données qui viennent également du registre NAPSET britannique, mais qui confirment finalement des données plus anciennes du début des années 2000. Ce qui est très très particulier dans l'arrêt cardiaque au bloc opératoire, très différent par exemple de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est qu'on a très peu de rythme choquable, puisque les fibrillations ventriculaires intervenaient dans seulement 3% des événements. Sont essentiellement des causes non choquables qui témoignent souvent d'un désamorçage cardiovasculaire, et donc dans presque 20% des cas, c'est un choc hémorragique qui se conclut
donc par un arrêt cardiaque. Et d'ailleurs, on sait que le fait d'avoir un collapsus cardio-circulatoire avant l'arrêt cardiaque est un facteur de mauvais pronostic. Après, il y a également des souffrances myocardiques ischémiques, donc avec toutes les perturbations physiologiques cardiovasculaires qu'on peut avoir pendant la durée intraopératoire, des troubles de la conduction type bradyarrhythmie. Alors ça, c'est très observé en chirurgie cardiaque, notamment sur des soucis de cardioplégie. Et après, les chocs septiques. Et puis dans des causes qui sont un peu plus gérables en termes, on va dire, de réversibilité, eh bien, on a les hypotensions isolées sévères et mal contrôlées, les hypoxémies sévères avec un mauvais contrôle des voies aériennes supérieures, ou des problèmes d'exclusion pulmonaire, par exemple pour la chirurgie thoracique, l'anaphylaxie, alors c'est 4% des cas pour l'anaphylaxie, puis on a après les erreurs médicamenteuses, les hypercalémies, etc. Ce qui est important, c'est que finalement, dans les causes, dans environ 32% des cas, l'anesthésie est dite causale et elle participe dans environ 50% des cas, alors que la chirurgie, finalement, est également causale dans 34% des cas et contributive dans 40% des cas. Et donc l'anesthésie a vraiment un rôle important, puisque dans un autre registre, on pouvait voir qu'un certain nombre de cas étaient liés à un défaut de vigilance, donc, par exemple déconnexion de sonde d'intubation du patient qui n'a pas été vue, ou une erreur médicamenteuse, une ALR par exemple qui s'est mal passée avec une résorption, ou une anesthésie spinale qui est finalement trop étendue, une hypoxémie, etc. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut finalement pas faire grand chose nous seuls en anesthésie, puis d'autres sur lesquelles on peut vraiment avoir un impact. Et tout ça va jouer sur le pronostic de nos patients, puisque quand l'arrêt cardiaque n'est pas lié à l'anesthésie en particulier, donc toute cause confondue, on a finalement une récupération avec un bon pronostic neurologique qui est de l'ordre de 35%, donc qui n'est pas très bon, avec un taux de survie qui est autour de 50%. Alors que si la cause est liée à l'anesthésie, on a une récupération sans séquelles neurologiques dans presque 80% des cas. Donc on a vu qu'il y avait une certaine proportion d'arrêts cardiaques qui survenaient au bloc opératoire, qui pouvaient être liés avec l'anesthésie qui était pratiquée, parfois des défauts de vigilance avec des événements graves qui surviennent au bloc opératoire. Et est-ce qu'en tant qu'anesthésiste réanimateur ou réanimatrice, on a des moyens d'anticiper la survenue de cet événement grave? Alors, probablement qu'on peut au moins essayer de limiter son incidence en ayant des mesures d'anticipation, hein. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'en anesthésie de réanimation, on est aussi vigilant sur l'évaluation préopératoire. Alors donc, en dehors de bien faire son travail, comme on le fait finalement au maximum en concession d'anesthésie, avec toutes les recommandations des bonnes pratiques qu'on peut avoir grâce à notre société savante, on peut éventuellement utiliser des scores de prédiction de la mortalité à 30 jours sur la chirurgie majeure. Il y a énormément de scores qui ont été faits. Donc il y a l'ACS par exemple, NSQIP, hein, qui est probablement celui qui est le plus performant. En chirurgie cardiaque, il y a l'Euroscore 2, on aura bientôt le 3 et pour l'instant on est au 2. Donc autant de scores qui, à mon sens, peuvent être intéressants, notamment sur des décisions collégiales multidisciplinaires sur lesquelles on a un doute sur l'éligibilité d'un patient à une chirurgie. Ça permet d'avoir une appréciation globale du risque. Néanmoins, il est important de savoir que dans certaines situations, dans même beaucoup de situations, on va mésestimer le risque, soit en le surestimant, soit en le sous-estimant, et que ça a vraiment des fourchettes indicatives. Probablement que la meilleure façon d'anticiper ça, c'est d'avoir des discussions en amont de la chirurgie avec nos équipes donc chirurgicales et autres pluridisciplinaires pour voir l'éligibilité d'un patient. Et puis finalement, prévenir le risque, c'est aussi s'assurer qu'on fait bien les choses et qu'on minimise le risque au maximum. Alors il y a plein d'outils, notamment dans cela, moi je trouve que c'est important de parler de la place des checklists. Donc ça fait partie des choses qui ont été mises en place donc de façon réglementaire par la Haute Autorité de Santé, hein, depuis plusieurs années déjà, et on sait que ça améliore la morbimortalité. Normalement, il y a une très belle étude en 2016 au New England qui montrait une réduction de la mortalité sur du multicentrique. On peut utiliser des checklists pour limiter le saignement. Voilà, il y a plein de checklists qui peuvent être utilisés, il faut les adapter à l'environnement, mais c'est utile. Est-ce que finalement, lorsque l'arrêt cardiaque, malgré tous nos moyens d'anticipation, survient au bloc opératoire, lorsqu'il survient, est-ce qu'on a des prises en charge particulières à connaître pour optimiser les chances de récupération? Alors oui, évidemment, puisque les étiologies étant particulières, la prise en charge peut être particulière. Alors je vais pas faire un catalogue de tout ce qui est faisable, mais on va prendre des grands exemples. Alors déjà, l'identification qui est extrêmement importante, elle
elle est un peu perturbée par rapport à ce qu'on connaît sur l'arrêt cardiaque chez le patient vigile, puisqu'on n'a pas de perte de conscience ou de la respiration sur un patient sous anesthésie générale, c'est déjà fait par nos soins. Donc évidemment, on utilise le CG. La saturation d'oxygène, je pense que c'est un mauvais moyen, puisqu'on sait tous les limites d'un capteur qui se déplace, d'un capteur qui capte mal. La pression artérielle invasive, c'est extrêmement utile si on l'a mis en place parce qu'on estime que le patient a une indication d'avoir une surveillance hémodynamique rapprochée. Dans le cadre d'un bundle of care, finalement, de prévention du patient à risque majeur. On sait que quand on a une pression artérielle invasive en place, eh bien, on détecte plutôt l'arrêt cardiaque et que quand on masse avec une pression invasive, eh bien, on masse mieux que quand on ne l'a pas. Et puis évidemment le TCO2 qui chute et qu'on a éliminé les autres causes d'altération de le TCO2 comme l'embolie pulmonaire ou l'intubation sélective pour ne citer que, eh bien c'est un bon outil pour diagnostiquer et guider. Après, on est évidemment sur la prise en charge classique de chaîne de survie avec du massage cardiaque. Vous demandez à votre chirurgien s'il n'a rien d'autre à faire de masser. Mais il faut surtout traiter la cause. Et ça, c'est indispensable. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans presque 20% des cas, c'est un choc hémorragique. Donc, le chirurgien, il faut qu'il règle son problème d'hémostase, c'est indispensable. Donc soit il peut le faire tout de suite parce qu'il sait ce qui saigne, soit s'il n'y arrive pas et qu'on est en arrêt cardiaque, il faut vite lui dire de trouver un autre moyen de contrôler. Les autres moyens, c'est peut-être un clampage aortique ou des ballons d'occlusion intra-aortique s'il en a l'expérience, mais ça va sauver le patient. Si c'est une embolie gazeuse, notamment une neurochirurgie ou chirurgie d'épaule, eh bien dire au chirurgien d'inonder le champ opératoire avec du sérum salé pour limiter les prises d'air et puis positionner le patient de façon adéquate. Et après, les choses que vous connaissez, les intralipides sur les intoxications anesthésiques locaux, etc., etc. Merci beaucoup, professeur Beignet, de vous être prêté au jeu du podcast. Retrouvez l'ensemble des enregistrements du podcast ARPOD sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.